Voilà, parce que bonsoir à tous. Je vais vous proposer de commencer et puis je pense que les personnes vont nous rejoindre petit à petit. Donc, bienvenue à tous dans cette édition 2020 de la Fête de la Science, c'est organisée par l'association AFM Téléthon, nos apéros au labo. Donc, depuis lundi, nous accueillons des personnes comme vous en ligne sur des thématiques différentes pour discuter autour de la science. Je m'appelle Delphine Olivier, pardon, je suis salariée de l'association Institut de myologie. Je suis responsable communication de cette association qui est un laboratoire de recherche et de soins de l'AFM Téléthon. Et je vais être votre modérateur pour cet apéro de ce soir, c'est-à-dire que je vais animer la réunion et passer en tout cas la parole à nos deux intervenants. Donc, je vais vous les présenter après. Je vous rappelle juste quelques petits détails. Alors déjà, pardon, je voudrais vous préciser que cet apéro va être enregistré, ce qui nous permettra de proposer ensuite la rediffusion de cet enregistrement aux personnes qui n'auraient pas pu nous rejoindre ce soir ou qui souhaiteraient revoir cette édition par la suite. Et les vidéos seront disponibles sur le site Fête de la Science AFM Téléthon, par lequel vous êtes arrivés, mais également pour la chaîne YouTube AFM Téléthon. Voilà. Donc, je vous rappelle, même si vous connaissez sans doute tous déjà, que l'AFM Téléthon est une association de malades et de parents de malades qui a été créée il y a plus de 30 ans maintenant, dont le combat vise à mettre au point les médicaments innovants et à aider des personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible, malheureusement avec leur pathologie, qui est parfois rare, évolutive et pour beaucoup incurable. Mais notre but à tous, c'est d'arriver à soigner un maximum de personnes et les premières thérapies arrivent concrètement, on l'a vu. Donc, cette association développe une stratégie d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes. Il faut savoir qu'on travaille sur des maladies du foie, de l'œil, du sang, de la peau, du muscle, des déficits immunitaires et bien d'autres choses. Aujourd'hui, donc, grâce à vous qui êtes peut-être finalement donateur, adhérent, bénévole ou qui animez des choses pour le Téléthon et aussi qui êtes peut-être famille de malades et malades, vous savez que les premières victoires arrivent quand même sur la maladie et que des centaines de malades commencent à être traités par le monde grâce au travail des chercheurs. Et ce travail, il est financé par le Téléthon. Il y a encore beaucoup de milliers de familles qui attendent des traitements et c'est pour ça que nos scientifiques œuvrent quotidiennement dans nos laboratoires pour arriver à trouver ces traitements. Et donc, on a vraiment besoin du soutien d'un maximum de personnes pour arriver à financer cette recherche et à continuer à améliorer et à trouver des traitements. Donc, ce que je vous propose, parce que cette année, donc contexte sanitaire oblige, comme je le disais, nous sommes obligés d'organiser cette fête de la science à distance et en virtuel. Donc, je vais vous proposer, enfin, je vais vous demander de couper vos micros pendant la présentation de nos intervenants. Je vous redonnerai la parole en fin de session. Je vous invite également à poser les questions que vous aurez dans le fil de la conversation. Je pense que vous voyez tous afficher une petite icône sur votre écran comme une petite page de notes ou une petite bulle. Donc ici, en cliquant, vous pouvez taper une question dans le chat que je prendrai en fin de présentation de nos deux intervenants et ils y répondront avec plaisir. Voilà, donc le rendez-vous va durer à peu près 1 heure au maximum, je pense. On va avoir une trentaine, quarantaine minutes de présentation de nos intervenants. Et puis, je vous laisserai ensuite la parole pour les questions. Donc, on aura beaucoup de temps pour les questions. N'hésitez pas à en poser au fil de l'eau et elles seront prises à la fin. Voilà, et donc je vais maintenant vous présenter nos deux intervenants. Donc, nous avons avec nous Benjamin Marty et Armen Rengoat, qui sont co-responsables du laboratoire d'imagerie et de spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Un bien grand mot, mais ils vont vous expliquer tout ça en détail. En gros, c'est voilà, le laboratoire d'imagerie de l'Institut de myologie, qui est donc un laboratoire de l'AFM Téléthon. Voilà, donc je vais laisser la parole à Benjamin et Armen qui vont se présenter et qui vont vous expliquer en détail tout ce qu'on peut voir grâce à l'imagerie. À vous la parole, messieurs. Merci Delphine, bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Benjamin Marty et comme Delphine l'a rappelé, je suis un des deux co-responsables de ce laboratoire d'imagerie et de spectroscopie par résonance magnétique.
Donc le but un peu de notre laboratoire, c'est de développer des méthodes d'imagerie qui vont permettre d'évaluer l'état du muscle chez un patient et en particulier chez des patients qui sont atteints de pathologies neuromusculaires. Donc, Armen. Et donc, moi, je suis Harmen Reinfeldt. Donc, je vais commencer cette présentation. Donc, Armen va pouvoir s'écarter un tout petit peu, que je puisse enlever mon masque et vous montrer un petit peu ma tête. Ça sera plus pratique pour moi aussi pour la présentation. Donc, comme je vous le disais, dans notre laboratoire, on fait de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Alors, cette technique, c'est une des modalités qui est une des plus couramment utilisées dans le domaine médical parce qu'en fait, l'IRM a de très nombreuses applications. Et je suis sûr que sûrement beaucoup d'entre vous ce soir ont déjà soit passé un examen d'IRM, soit ont déjà entendu parler d'IRM à cause de vos séries télé préférées ou à cause de vos sportifs préférés qui ont de temps en temps besoin d'une IRM après une blessure pour évaluer le temps pendant lequel ils vont manquer à leur équipe. Donc, parmi les examens IRM les plus courants, on peut noter l'IRM cérébral dans le cas des investigations sur les pathologies neurologiques. L'IRM du genou est aussi régulièrement réalisé dans le cadre de blessures parce qu'on va pouvoir voir de façon très précise l'anatomie de cette partie du corps et évaluer la blessure. Donc, en fait, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va acquérir des images et on va les donner à examiner à une personne qu'on appelle un radiologue qui va établir un diagnostic à partir de ce qu'il voit sur ces images IRM. Mais qu'est-ce qu'on voit vraiment sur des images IRM? Donc, je vous ai remis cette image et je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont reconnu quel était l'organe qu'on était en train d'imager, mais en fait, c'est un genou vu de profil. Donc, on voit très bien l'anatomie sur les images IRM. C'est-à-dire que sur cette image, on va très bien voir, par exemple, le fémur, qui est l'os principal de la cuisse, ici, qui va venir s'appuyer sur le tibia, qui est l'os principal du bas de la jambe, à ce niveau-là. Ici, en gris foncé, on a le ménisque. On peut voir ici sur cette image la rotule à cet endroit-là, avec les cartilages rotuliens ici. À l'arrière et à l'avant de cette image, on peut voir qu'il y a, comme chez la plupart d'entre nous, il y a un petit peu de graisse sous-cutanée ici, donc en brillant. Et on va voir apparaître également des zones un peu plus sombres qui correspondent aux muscles. Donc ici, c'est le muscle du mollet qui descend vers le bas de la jambe. Et ici, c'est le muscle des ischio-jambiers qui va remonter le long de la cuisse. Si on zoome un petit peu, par exemple, à travers le muscle, on se rend compte que l'image qu'on a acquise, elle est composée, comme sur nos photos numériques ou celles qu'on prend avec notre smartphone, d'une centaine de milliers, voire de millions de petits carrés qu'on appelle des pixels. Et ces pixels, ils vont correspondre à la taille minimale de l'objet qu'on va pouvoir détecter sur notre image. Et en IRM, la taille typique d'un de ces pixels, c'est de l'ordre de 1 à 2 mm. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que ce qu'on va pouvoir imager, c'est bien plus gros que les cellules musculaires, qui sont de la taille de quelques micromètres. Donc en fait, dans chacun de nos pixels d'image, le signal qu'on voit, il provient de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de cellules musculaires. Et on n'est pas du tout aux mêmes résolutions spatiales de ce qu'on voit sous le microscope. Par exemple, lorsque le médecin va prescrire une biopsie musculaire à son patient, on va prendre un petit bout de tissu qu'on va mettre sous le microscope et on va pouvoir analyser l'état du muscle au niveau cellulaire. Là, ce qu'on voit, les petits carrés, enfin les petites formes un peu bizarres, octogonales des fois, de l'ordre de quelques micromètres, et même subcellulaires. On va pouvoir voir des structures subcellulaires si on fait de la microscopie électronique. Donc ça, c'est un des désavantages de l'IRM par rapport à la microscopie optique. Mais en fait, le gros avantage de l'IRM, c'est qu'on va voir cette information de façon totalement non traumatique. En gros, on va pas, on va avoir cette information de façon non invasive,
donc non douloureuse chez le patient, et on va pouvoir avoir cette information sur tout l'organe qu'on va imager. C'est-à-dire que dans le cadre d'une biopsie, le médecin va retirer un tout petit volume du muscle, alors que sur l'image, on va voir le muscle complet. Je vous disais, et j'espère que ça ne va pas recouper, qu'en IRM, on ne va pas regarder l'organe à la même échelle que pour une biopsie, mais qu'en fait, on va pouvoir voir l'organe en entier et surtout de façon non invasive. Mais en fait, d'où provient le signal que l'on va mesurer sur les images, que l'on va détecter sur les images? Il faut savoir que le corps humain est constitué de milliards et de milliards de noyaux atomiques qui ont une propriété très, très spécifique qu'on appelle un spin. Donc spin en anglais, ça veut dire tourner. Donc tous ces noyaux atomiques, donc pas tous, mais la plupart des noyaux atomiques qu'on a dans le corps humain vont avoir un spin et donc vont tourner sur eux-mêmes de façon totalement désorganisée. Et le but de l'expérience IRM, ça va être de jouer un petit peu avec le spin de ces noyaux atomiques. Donc la première étape, ça va être de plonger ces noyaux atomiques dans un champ magnétique très intense. Donc c'est ce dont vous entendez parler, c'est un champ magnétique à 1,5 ou à 3 Tesla. C'est ce champ magnétique intense dans lequel on va plonger nos noyaux atomiques. Donc quand on fait ça, les noyaux, ils vont agir comme des petites aiguilles de boussole, c'est-à-dire qu'ils vont tourner autour de ce champ magnétique intense. Et une fois qu'on a fait ça, on va envoyer toute une série d'impulsions électromagnétiques à nos spins de façon à les faire rentrer en résonance, en fait. On va les faire tourner autour de ces petites ondes électromagnétiques qu'on va envoyer au système. On va déstabiliser un petit peu le système. Et on va arrêter d'envoyer ces ondes, ces impulsions électromagnétiques. Et quand on arrête, en fait, tout ce petit monde va revenir à un état d'équilibre. Et en revenant à cet état d'équilibre, tous ces spins vont renvoyer une partie de l'énergie qu'on a envoyée au système sous forme d'une nouvelle onde électromagnétique. Et c'est cette onde électromagnétique qu'on va venir capter avec ce qu'on appelle une antenne. Donc la même chose que ce que vous avez dans vos smartphones, donc une antenne qui va capter ce signal. Et une fois qu'on a capté le signal, on va coder en niveau de gris la puissance de l'onde qu'on a récoltée et on va obtenir le signal qu'on a dans un pixel. Et donc, si on fait ça pour tous les pixels de l'organe, on va reconstruire une image IRM. Donc voilà, c'était un peu avec les mains, mais c'est le principe de base de l'IRM. Comment on va faire ça en pratique? Donc, comment se présente l'appareil de mesure qui va nous permettre de faire ces images? En fait, c'est une énorme machine, donc qui pèse quelques tonnes, généralement, et dans laquelle il y a un tunnel. Et autour de ce tunnel, il y a un bâti sous forme de cylindre. Et c'est dans ce bâti qu'on va pouvoir produire ce champ magnétique intense. Donc ici, vous avez la machine qui est juste derrière moi, ici, donc avec une photo un peu plus haute résolution que la caméra de mon ordinateur. Vous voyez qu'il y a ce gros tunnel dans lequel il y a ce champ magnétique permanent à 3 Tesla qui est toujours là. Et dans le bâti, il y a également tout ce qu'il faut comme matériel pour produire les impulsions électromagnétiques dont je vous ai parlé, pour exciter les spins qu'il y a dans le corps humain. Donc le patient va s'allonger sur ce lit à ce niveau-là, qui va pouvoir rentrer dans l'aimant. Et la dernière chose qui nous manque pour récolter le signal IRM, c'est qu'autour de la zone d'intérêt, on va placer notre antenne qui va permettre de capter le signal réémis par le corps. Donc ici, vous avez une antenne qu'on appelle une antenne tête, qu'on va mettre autour de la tête si on veut faire de l'imagerie cérébrale. Mais quelles sont les molécules qu'on va pouvoir regarder? Je vous ai dit que notre corps était composé d'atomes, mais qu'est-ce qu'on voit comme atomes sur les images IRM? En fait, si on regarde un petit peu la composition du corps humain, on se rend compte que 60% de notre corps est constitué d'eau. Une vingtaine de pourcents, c'est de la graisse. Donc ça dépend un peu des corpulences, mais c'est à peu près ce qu'on observe de façon générale. Quelques pourcents de minéraux et une quinzaine de pourcents de protéines également. Mais en fait, dans l'eau et dans la graisse,
il y a un atome qui est très intéressant pour l'IRM. C'est l'atome d'hydrogène. Donc tout le monde sait qu'une molécule d'eau, sa formule chimique, c'est H2 pour 2 hydrogènes, O pour un oxygène. Donc il y a 2 atomes d'hydrogène sur cette molécule d'eau. Et sur les lipides, c'est encore pire. Ça, c'est une molécule de cholestérol, par exemple, et toutes les boules blanches, en fait, c'est des atomes d'hydrogène. Donc il y a beaucoup d'hydrogène aussi dans la graisse. Et en fait, l'atome d'hydrogène a un spin, et c'est cet atome qu'on va regarder quand on fait de l'IRM dans, on va dire, plus de 99% des cas. Donc en gros, ce que vous voyez sur les images, c'est soit l'eau, soit la graisse. Qu'est-ce que ça donne au niveau du muscle maintenant? Donc vous voyez, là, je vous ai donné 2 images, une au niveau des jambes, ici, et une autre coupe au niveau des cuisses. Donc qu'est-ce qu'on va bien voir sur une image IRM au niveau du muscle? On va pouvoir voir quelques structures anatomiques d'intérêt, par exemple au niveau des cuisses, ça c'est un os, c'est le fémur. Au niveau des jambes, on va retrouver le tibia, le plus petit os c'est le péroné. Tout ce qui va être en gris foncé autour de ces os, c'est du muscle. Et tout ce qui va être en gris clair ou en blanc autour des muscles, c'est de la graisse sous-cutanée. Donc même chez les athlètes les plus musclés, on a tous un petit peu de graisse sous-cutanée qui apparaît très clairement sur les images au niveau des muscles. Donc ce que je vous ai pas dit, mais ce que vous sentez, c'est qu'on a des muscles qui sont vraiment distribués tout le long du corps, c'est-à-dire vraiment des pieds jusqu'à la tête, on a des muscles. Donc, dans certaines pathologies, on n'a pas toujours les mêmes muscles qui sont atteints. Donc, ce qui va être très intéressant, ça va être de faire des images de tout le corps. Et ça, on peut le faire avec notre machine. Donc, en gros, ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait placer des antennes autour de la zone à imager, de notre zone d'intérêt. Donc, quand on va faire de l'IRM, ce qu'on appelle en corps entier, on va devoir placer des antennes sur tout le corps du patient. Donc, c'est pas l'examen le plus agréable, mais c'est juste qu'il faut généralement ne pas souffrir de claustrophobie. Mais c'est le seul effort qu'on vous demande quand vous allez dans la machine. Il y a rien à faire, on peut dormir, mais par contre, on a des antennes sur tout le corps. Qu'est-ce que ça donne maintenant sur les images corps entier? Vous avez ici une image, ce qu'on appelle une coupe coronale, donc qui est coupée comme ça sur le corps, et toute une série d'images qui vont couper le corps en transversal. Donc on va remonter des pieds à la tête et on va avoir des images de tout le corps humain. Donc ça, typiquement, pour acquérir ce genre d'image, on a besoin d'un gros quart d'heure d'acquisition dans la machine. Donc encore une fois, si on est au niveau des jambes, les genoux, les cuisses, le pelvis, le tronc, le thorax, on va passer sur le cou et on va passer sur la tête. Et vraiment, on va pouvoir détecter du muscle des pieds à la tête. Qu'est-ce qui se passe dans les maladies neuromusculaires? Donc on revient un petit peu sur ce qui va se passer sur le plan histopathologique, donc sur la biopsie. Ça, c'est un muscle sain. Ce qui se passe dans un muscle qui est malade ou alors qui a subi une blessure, c'est qu'il va y avoir des cellules musculaires qui vont mourir. Donc il va y avoir des cellules qui vont nécroser. Et ça va entraîner tout un processus inflammatoire dans la plupart des cas, où il va y avoir une prolifération de cellules qu'on appelle des cellules satellites, qui vont pouvoir se différencier en cellules musculaires et régénérer de nouvelles cellules musculaires. Donc, quand on se blesse, généralement, on va récupérer au bout de quelques jours ou quelques semaines du muscle sain. Mais ça, en fait, dans le cas d'une pathologie, le muscle se blesse continuellement. Et ce cycle de dégénération-régénération, au fur et à mesure, il va s'épuiser. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de cellules qui vont pouvoir se redifférencier en cellules musculaires pour reformer du tissu sain. Et dans ce cas-là, au bout d'un moment, il va y avoir un remplacement du muscle sain par de la graisse. Et je vous ai dit qu'en IRM, on voyait très bien la graisse. Et en fait, l'IRM va nous permettre même de détecter les lésions de type inflammatoire qui précèdent
les lésions de remplacement graisseux. Donc l'IRM va être vraiment un outil qui va nous permettre de détecter de façon très précoce les anomalies qui vont apparaître au niveau du muscle. Donc sur un certain type d'image, comme ici, donc vous voyez une image au niveau des cuisses, on va voir des muscles qui vont apparaître en brillant sur ce type d'imagerie. C'est des muscles dans lesquels il va y avoir ce qu'on appelle la maladie active, donc soit de la nécrose, soit de l'inflammation. Et un peu plus tard, ce n'est pas le même patient, mais un peu plus tard, ce qu'on peut avoir, c'est le remplacement graisseux. Et sur cet autre type d'image, en gris foncé, vous avez le muscle sain, et en gris clair, vous avez des muscles, vous voyez, qui vont ressembler de plus en plus au signal que vous avez dans la graisse sous-cutanée. Donc, il va être remplacé par de la graisse. Et généralement, ces process, ils précèdent la perte de fonction du muscle. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de faire de l'IRM, parce qu'on va voir vraiment des processus précoces dans les pathologies neuromusculaires. Et en fait, la visualisation des muscles remplacés par de la graisse, c'est ce qui est le plus utilisé dans la pratique clinique dans le muscle squelettique par les radiologues, en fait, pour déterminer quels sont les muscles qui sont remplacés et qui sont progressivement détruits. Donc vous avez ici de gauche à droite des muscles qui sont ici sains, ici qui commencent vraiment à avoir un remplacement graisseux. Et sur la droite, c'est un muscle, c'est une cuisse dont la plupart des muscles ont été détruits par la pathologie et remplacés par de la graisse. Ce qui est vraiment frappant sur ce genre d'image, c'est que tous les muscles ne vont pas être détruits à la même vitesse. Et ça, c'est une caractéristique très intéressante pour nous. Ici, vous voyez qu'il y a certains muscles qui restent gris foncé sur cette image. Ça veut dire qu'ils sont encore, il y a encore beaucoup de tissu musculaire. Il y a des muscles, ici, c'est le dessus de la cuisse, donc la partie proximale de la cuisse, c'est les muscles du quadriceps qui commencent à être un peu détruits. Et ici, les muscles de l'arrière, donc les ischio-jambiers, qui sont plus détruits. Et ici, sur cette cuisse qui est quasiment toute détruite, il y a encore quelques muscles qui semblent intacts à l'imagerie. Et on va pouvoir utiliser cette propriété pour nous aider à diagnostiquer quelle est la pathologie dont est atteint le patient. C'est-à-dire que pour une même pathologie, généralement, ce sont toujours les mêmes muscles qui sont impliqués et détruits en premier. Donc vous voyez ici 6 schémas qui correspondent à 6 types de pathologies neuromusculaires. Et pour chacune des pathologies, on a vraiment un schéma de destruction du muscle qui est cohérent entre les individus qui ont la même pathologie. Donc qu'est-ce que ça donne si je vous fais défiler quelques images sur quelques patients? Donc le patient de gauche, par exemple, on se rend compte qu'il a les muscles des cuisses qui sont totalement dégradés, donc totalement remplacés par de la graisse, alors que les muscles du bas des jambes et les muscles des bras sont gris foncé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore de remplacement. Contrairement à ce patient pour lequel les muscles des bras sont quasiment dégénérés, alors que les muscles des jambes sont totalement dégénérés. Donc vous pouvez être quasiment sûr que ce patient-là, il a perdu toute fonction au niveau des membres inférieurs. On peut faire la même chose sur des images en transverse. Donc vous voyez quelques exemples ici sur la droite, où c'est vraiment de façon sélective certains muscles qui sont détruits et pas d'autres. On peut faire ça en remontant le long du corps. Par exemple, pour ce patient, on va voir que c'est les muscles des fesses qui sont détruits. Pour ce patient-là, on voit que c'est les muscles sur l'avant du ventre, donc c'est les muscles abdominaux qui sont détruits. On peut remonter encore un peu. Ici, on a une image au niveau de la face. Vous voyez ici les dents de ce patient. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est la langue qui est un peu détruite et les muscles masséters qui sont détruits. Donc ce patient-là, il y a des chances qu'il n'arrive pas très bien à mastiquer sa nourriture. Et ici, on peut remonter jusqu'aux muscles temporaux. On voit que chez ce patient-là, les muscles temporaux sont également détruits, atteints par la pathologie. Donc, quel va être le rôle de notre laboratoire? En fait, on n'est vraiment pas un laboratoire de radiologie classique. Nous, on va développer des méthodes qui vont nous permettre d'être utilisées dans des essais cliniques. Et en fait, on va développer des méthodes qui vont nous permettre de passer d'une imagerie un peu contemplative, que le radiologue va pouvoir interpréter, à une imagerie qu'on appelle quantitative. C'est-à-dire que cette fois-ci, sur les images, c'est pas un signal pondéré qu'on va regarder, mais c'est vraiment
une mesure quantitative qu'on va effectuer. Et ici, par exemple, vous avez une image de la fraction de graisse intramusculaire qu'on va mesurer chez un patient. Donc, on peut regarder sur chaque pixel de l'image à quoi va correspondre la fraction de graisse intramusculaire, donc entre 0 et 100%. Et ce type d'imagerie quantitative va nous permettre de faire des suivis longitudinaux, donc dans le temps de nos patients. Et vous voyez qu'il y a des patients qui reviennent plusieurs fois dans notre laboratoire. Par exemple, pour ce patient qui est venu entre 2010 et 2020, on a fait à la fois de l'imagerie qualitative dont je vous ai parlé au début, sauf à la dernière visite, mais aussi cette imagerie quantitative que je viens de vous décrire qui va nous permettre de remonter à la fraction de graisse qu'il y a dans chacun des muscles. Et vous voyez sur la droite, ici sur les images, j'ai contouré deux muscles différents au niveau de la jambe, ce muscle-là et ce muscle-là. Et vous voyez qu'au cours du temps, on peut voir la fraction de graisse qui va augmenter dans ce patient dans lequel on n'a fait aucune intervention thérapeutique. Et je vais laisser la parole à Armen qui va essayer d'aller un peu plus loin dans les explications et vous montrer l'intérêt de cette imagerie quantitative dans nos études. Bon. Merci Benjamin. Je vais continuer là où Benjamin s'est arrêté. Donc, Benjamin a bien expliqué qu'on peut mesurer une fraction graisseuse, donc la ratio tissulaire, le muscle versus graisse. Et là, j'ai utilisé le même exemple que Benjamin a montré, un exemple où il n'y a pas vraiment une infiltration graisseuse, donc il y a disons 4% de graisse dans le muscle, donc un volontaire sain, on pourrait dire. Et juste à côté, c'est bien évident que beaucoup de muscles et c'est remplacé par tissu de graisse. Ici, j'ai un exemple avec quelqu'un de 65% de graisse dans le muscle. Bon, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer et que Benjamin a montré dans les slides précédentes. Donc, est-ce qu'on peut déterminer avec l'IRM neuromusculaire autre chose qu'un remplacement par du tissu graisseux? Bien sûr que la question est oui. Par exemple, la volume du muscle, l'accumulation ou excès des liquides, des indices de l'énergie métabolique même, des paramètres comme le pH et le magnésium, on peut tout mesurer avec l'IRM. On peut mesurer le lactate, la perfusion tissulaire et plein d'autres choses. Comment on peut faire ça? On fait ça avec la même machine, bien sûr. Qu'est-ce qu'on change? On a une console où on peut jouer avec des paramètres, jouer entre guillemets, bien sûr, et changer les contrastes sur les images. Pour ça, on n'a pas besoin de grand-chose, sauf des antennes. Ce sont souvent les mêmes antennes. Mais ça peut être des autres antennes si on mesure, par exemple, des noyaux qui sont différents que l'hydrogène, comme par exemple le phosphore et le sodium. Bon, quelques exemples. Je prends le deuxième, le volume du muscle, pour commencer. Très facilement, on n'a pas forcément besoin de regarder ou de voir beaucoup de contrastes, sauf peut-être les contrastes entre le muscle et l'os, où on veut mesurer la volume du muscle. Donc, on voit dans le premier exemple en haut une personne de 74, qui a 74 ans, ou beaucoup de graisse subcutanée, et on voit quand même bien que le volume de muscle va être beaucoup plus petit que dans ce contrôle de 74 ans, qui est triathlète, qui fait du sport encore. Donc, on peut assez facilement mesurer le volume du muscle. On ne doit pas changer le contraste pour ça. Troisième exemple, l'accumulation ou excès des liquides. J'ai pris un exemple qui est bien connu, une blessure. Ce n'est pas forcément notre force au laboratoire RMN où on cherche dans les maladies neuromusculaires, mais c'est un exemple qui est assez bonne pour montrer ça. Donc, une blessure l'entorse de la cheville. Tout le monde connaît à peu près cet exemple. Tout le monde a eu une entorse de la cheville dans sa vie. Et donc, ça crée une inflammation. L'inflammation, il y a 5 caractéristiques: la douleur, la rougeur, la chaleur, une altération du fonctionnement, on ne peut plus bouger. Hein. Et bien sûr, la dernière, c'est le plus important ici, c'est un œdème. Un œdème, c'est une accumulation ou un excès de liquide dans le tissu, donc un gonflement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ça, ce n'est pas forcément une entorse de cheville, mais c'est les mêmes
Conséquence, on voit sur cette image, cette fois-ci, on ne voit pas un contraste entre le tissu musculaire et le tissu gras. Maintenant, on va changer les paramètres pour voir l'excès de liquide quand il y a une blessure. Vous vous rappelez, je vous ai parlé, on a changé un peu les paramètres sur la machine pour voir autre chose que la graisse et le muscle. Donc, j'avais montré l'exemple d'une entorse de la cheville qui va créer un œdème, qui est une accumulation ou un excès de liquide. Voilà, c'est là où on était. Et ça, c'est une blessure dans la cuisse où on voit exactement la même chose. Ce n'était pas une entorse ici dans la cuisse, mais c'était une blessure chronique où on voit pas un contraste entre le tissu gras et les tissus de muscles, mais on voit un autre contraste qui est lié à un excès de liquide dans le muscle. Et donc, on voit clairement l'œdème ici, et c'est localisé là dans la blessure. Je vous ai mis un autre exemple qui est aussi un œdème, mais qui est un œdème acute, par exemple quand on fait un exercice. Et donc, avant et après, on voit clairement sur cette image ici, avec les flèches rouges, qu'il y a aussi un changement de contraste par rapport à l'image de l'avant. Donc, il y a aussi une accumulation, et on voit peut-être pas très bien, mais il y a aussi un petit gonflement de ce muscle. Et c'est localisé dans le muscle qu'on a bien chargé ou qu'on a bien fatigué. Je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, dans la blessure ischio-jambier d'avant, on voit que cette image est aujourd'hui, demain et après-demain, à peu près la même chose, parce que c'est une blessure chronique. Il y a peut-être des petits changements, mais l'accumulation ou excès de liquide sera encore là. Donc, on était là, et donc je vous ai dit qu'une blessure chronique, on va le voir aujourd'hui, demain, après-demain. Par contre, l'exercice où on voit exactement aussi le même phénomène qui est un excès de liquide. On le voit, par exemple, j'ai mis un truc aléatoire, à midi. À midi 10, après l'exercice, on a vu ce gonflement et ce changement de contraste. Et 20 minutes plus tard, on est arrivé de nouveau à le muscle normal où il y a le contraste qui s'est normalisé. Donc, c'est acute transitoire par rapport à chronique. Dans les maladies neuromusculaires, on voit un peu le même phénomène. Là, la seule chose, c'est que j'ai coloré les images où, là, dans le contrôle, là où il n'y a pas un excès de liquide, on le voit, par contre, dans les muscles de ce pathologie, qui est dysphérénopathie ici. On le voit dans l'extenseur et un peu dans les régions de tibialis postérieur. Et donc, ça, c'est 4 visites différentes et on voit que l'excès de liquide, cet œdème, il est persistant et c'est lié à une inflammation pendant 4 ans ou 3 ans dans ce cas-là. Un autre exemple, donc après le ratio tissu-muscle-graisse, le volume, l'accumulation excès des liquides, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas jusqu'à 7. Le 4e, c'est le dernier, c'est les indices de l'énergie métabolique. Donc, Benjamin, vous en avez dit qu'on regarde pour plus que presque 100% l'hydrogène avec l'IRM. Après, avec la technique d'IRM, ça a permis aussi de mesurer la concentration de certaines molécules. Donc, encore, je répète ce que Benjamin a dit, les petites boules blanches, ce sont les hydrogènes. Donc, on ne les voit pas juste dans l'eau, on voit ça aussi dans la graisse, et on le voit aussi dans des petites molécules comme la créatine. Donc, ce sont les boules blanches. On voit aussi la taurine, et on voit aussi ça dans la lactate. J'ai mis quelques exemples. Le taurine, je ne peux pas faire des pubs. La créatine, je ne peux pas faire des pubs non plus, et vous voyez que je ne l'utilise pas. Et le lactate, si vous faites un marathon, vous connaissez toujours tout le monde ce que ça fait mal. Et de l'eau, on le trouve aussi dans les apéros que vous avez devant vous. Comment on fait ça? On fait cette mesure, je reviens, ça s'appelle la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Je vais reprendre à partir d'un exemple qui est les indices de l'énergie métabolique. Donc, Benjamin a dit qu'on regarde pour la plupart des cas ou des applications, presque 100% des cas, on regarde l'hydrogène. Mais avec ces petits hydrogènes, on peut faire plus que l'imagerie.
Et on peut même regarder ou mesurer la concentration de certaines molécules. Et on n'appelle pas ça l'IRM, mais on appelle ça la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Donc, vous vous rappelez, Benjamin vous avait dit que les boules blanches, là, c'est les hydrogènes de l'eau, H2O. Dans la graisse, on en a aussi beaucoup. Ici, il n'y a pas l'exemple de la graisse. On a aussi de l'eau qui fait partie, ou des hydrogènes dans les apéros qui sont devant vous, j'espère. Et j'espère aussi d'avoir un apéro assez rapidement. Après, il y a les boules blanches des autres molécules comme la créatine que certains connaissent, des gens qui font du sport par exemple. Il y a le taurine, c'est un exemple, ou la taurine qui est dans une boisson énergétique, je ne vais pas faire des pubs. Il y a celle lactate qu'on connaît quand on fait des sports et on a mal. Souvent, c'est une acidification des muscles et donc le lactate joue un rôle là-dedans. Voilà. Ces métabolites, qu'on appelle des métabolites ou des molécules, on peut mesurer avec le même système comme avant. Donc avec la même machine, avec le même ordinateur et console, et même avec les mêmes antennes. Donc on fait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on mesure avec cette technique? On va aller regarder des petits cubes ou des petits régions rectangulaires dans le muscle. Donc, c'est plus ciblé que l'imagerie. Ici, par exemple, c'est les mêmes endroits, mais dans les plans coronal, transversal et sagittal. Dans moins qu'1% des cas, on peut regarder même des autres noyaux ou des autres nucléides. C'est par exemple le phosphorus et le sodium, qu'on trouve aussi in vivo. Et l'exemple que je vous montre, c'est exactement ce noyau, c'est le phosphore. Donc, on mesure dans ce petit région rectangulaire un truc un peu bizarre, comme ça, qui s'appelle un spectre, où on voit des petits pics ou résonances. Ça correspond à quoi? Donc, avant que je dise ça, il faut vous rappeler qu'on est quand même dans une résolution qui est la même que dans l'imagerie. Donc, on va pas plus loin que regarder une résolution des pixels de 2 mm. C'est bien plus bas que ce qu'on voit sur les biopsies musculaires et sur la microscopie électronique. Donc, on ne voit pas des cellules de muscles singuliers. On voit une grosse partie quand même du muscle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Dans mon petit volume, j'ai mis un exemple, 15 mm x 2, enfin 20 x 40 mm dans le muscle. Ça, par exemple, on a parlé de créatine, ça s'appelle le phosphocréatine. En gros, c'est les créatines plus une phosphate. Et donc, il y a une grande pic ici dans le milieu. Donc, on peut mesurer, ça peut baisser, ça peut augmenter. Par exemple, après exercice, on va voir que ce pic, cette résonance va diminuer. C'est dynamique. Il y a aussi une molécule qui s'appelle adénosine triphosphate, ATP. C'est connu comme la monnaie énergétique. C'est une molécule qui est très importante et on peut mesurer ça aussi avec ces techniques et on voit ces trois petits pics qui correspondent avec ce molécule de l'ATP. Ce qui est très important ou très utile, c'est qu'on peut mesurer même le pH dans les tissus. Donc, vous connaissez tous l'échelle mesurant l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Je vous ai mis ces petits exemples. Le vin ou la bière que vous avez devant vous sont plus acidiques. Si vous restez avec votre verre d'eau, ce sera plus un pH neutre, un pH à 7. Et donc, on peut mesurer ce pH dans le muscle qui est aussi autour du 7. Dans les maladies neuromusculaires, on voit souvent que c'est plutôt dans l'autre direction, que c'est plus alcalique. Mais c'est bien sûr ça ne va pas de 7 à 8, c'est très subtil les changements, mais on peut les mesurer quand même. Je vous ai mis un tout petit exemple dans 2 patients, patient 1, patient B, pas plus concrète que ça, et on voit que le phosphate de créatine est diminué dans ce patient B. Et donc si maintenant, on le corrèle avec ce qu'on a vu avant, on voit que ce patient, il a une fraction de graisse qui est à 18%, ce qui n'est pas normal, mais par rapport à le muscle que vous voyez, qui est quand même assez infiltré ou en remplacement de tissu de graisse, à 30%. Et si on le
on colle encore l'autre contraste qu'on a montré, ou l'autre exemple, c'est l'accumulation de liquide. On le voit clairement, une différence entre les deux patients, qui a une accumulation dont on voit que cette couleur c'est beaucoup plus inflammé dans ce patient. Et donc, comme ça, on a fait le tour un peu, on a corrélé un peu tous les exemples qu'on vous a montrés ici. Je crois que c'est un petit exemple cardiaque que Benjamin a pris à la fin. Peut-être dire juste deux mots. Donc en fait, on a parlé beaucoup de muscles squelettiques, mais on a oublié qu'un des muscles les plus importants dans le corps humain, c'était le muscle cardiaque, qui va nous permettre de pomper le sang pour le faire arriver à tous nos organes d'importance. Et on peut, avec notre machine, faire de l'IRM du cœur également. C'est un peu plus compliqué parce que c'est un organe qui est tout le temps en mouvement, qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas bloquer le mouvement du cœur comme on peut bloquer la respiration. Donc, il va falloir utiliser des séquences un tout petit peu différentes pour faire des images de cet organe. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est des petits films de façon à voir comment le cœur, chez notre volontaire sain ici ou chez notre patient ici, va pomper le sang, va expulser le sang à chaque contraction. Et ici, on arrive à un peu voir sur ces images que pour entre le volontaire sain, il va pomper généralement environ 50 à 60% de son volume à chaque cycle, alors que ce patient-là qui a une dystrophie, il va avoir une fraction d'éjection à chaque battement qui va être beaucoup plus faible. Et on peut aussi avoir des séquences qui vont nous permettre de caractériser un peu le tissu de ce myocarde. Donc on peut faire de l'IRM du muscle squelettique et de l'IRM du muscle cardiaque également. Et je pense qu'on a fini avec notre présentation. Donc maintenant, à vous la parole et on va prendre vos questions. Merci Benjamin, merci Armen. Est-ce que vous nous entendez? Il faut qu'on... Est-ce que vous nous entendez? Benjamin, Armen? Oui? Alors, il faut couper le deuxième micro. On va vous récupérer sur celui-là qui fonctionne. Vous nous entendez bien? D'accord. Par contre, nous, il faudra qu'on ait le son. On vous entend plus du coup. Pardon. Voilà, ça y est. J'avais coupé mon micro. Pas de souci, on t'a retrouvé. Donc, nous avons eu quelques questions pendant les petites coupures publicitaires. Je vais peut-être vous inviter à les poser en direct si vous le voulez, en activant vos micros et vos caméras. Donc, on avait une première question qui est arrivée de Monsieur Valcan ou Madame Valcan. Monsieur, Madame Valcan, êtes-vous toujours avec nous? Oui, je suis là. Madame Valcan, bonsoir. Écoutez, je crois que vous aviez posé une petite question dans le fil de la conversation. Je vous invite à la poser à nos invités, à nos présentateurs. Je voulais, l'IRM peut-elle orienter le diagnostic dans les maladies neuromusculaires, mais je pense que j'ai ma réponse au vu de ce que j'ai vu. Mais... Vous avez peut-être posé la question avant que je présente les... Donc, c'est un outil généralement d'aide au diagnostic. C'est vraiment pas l'outil qui est utilisé en premier choix pour faire un diagnostic d'une maladie neuromusculaire, mais avec cette capacité à imager le corps entier et avec le fait que généralement pour certaines pathologies, on a vraiment des patterns qui se répètent de muscles touchés de patient à patient. On va pouvoir soit utiliser cette propriété pour orienter le diagnostic, et si vraiment les muscles touchés ne correspondent à aucun pattern, l'intérêt de faire de l'IRM, c'est aussi de savoir quels sont les muscles qui sont touchés. Et à ce moment-là, on va dire au médecin quel est le muscle qui a l'air d'être en train de se dégrader pour qu'il aille réaliser la biopsie dans ce muscle-là et pas dans un muscle qui est sain. Donc, on va pouvoir orienter également la biopsie, grâce à nos différents types d'images. Oui, c'est la réponse que, pour ma part, ma fille avait eu un IRM du corps entier à l'âge de 8 ans, puisqu'on n'avait pas de diagnostic. Et effectivement, on m'avait parlé de l'ensemble des muscles qui étaient plus ou moins touchés pour éventuellement faire une deuxième biopsie
C'est exactement ça. Généralement, on essaye de faire la biopsie après l'IRM pour essayer de regarder dans le bon muscle, pour éviter de faire des multiples biopsies, qui n'est pas un examen Oui. le plus confortable pour le patient. Merci. De rien. Merci Madame Valcan. On avait également une question de Florence. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais comprendre à quoi ressemblait un muscle fibrosé. Il me semblait que ce n'était pas un remplacement du muscle par de la graisse, mais c'est autre chose. Et je n'ai pas vu dans la présentation quelque chose qui ressemble à ça. C'est une question très intéressante et très compliquée pour nous de répondre. En fait, pour l'instant, à part la biopsie, il n'y a aucune technique d'imagerie médicale qui va nous permettre de détecter la fibrose. Et ça, c'est un point de recherche qui est vraiment ultra difficile en ce moment. C'est une question à laquelle tout le monde essaye de répondre avec toutes les modalités d'imagerie qui sont à notre disposition. Mais pour l'instant, en fait, on n'a pas moyen de détecter par imagerie in vivo la fibrose. Et effectivement, la fibrose, c'est un des deux phénomènes avec le remplacement graisseux qui va apparaître de façon chronique chez nos malades. Mais c'est vraiment un domaine de recherche actuellement. D'accord. Mais je suis désolé, j'ai pas de réponse, et c'est pour ça que vous n'avez pas vu d'image du muscle fibrosé. En fait, ce qui se passe dans le muscle cardiaque, c'est qu'on peut faire de façon non directe une image de la fibrose en injectant un agent de contraste et en regardant où est-ce qu'il va s'accumuler, en fait, cet agent de contraste. C'est une technique qu'on appelle LGE, pour Late Gadolinium Enhancement. Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en cardiaque, mais en fait, ce n'est pas forcément spécifique à la fibrose. Il peut y avoir beaucoup d'autres raisons pour lesquelles l'agent de contraste va se déposer dans le cœur. D'accord. Merci, mais je vais attendre alors. Merci Benjamin. J'ai aussi une personne qui a levé la main peut-être pour intervenir, Estelle Penaud. Vous êtes avec nous, Estelle? Alors, je ne vois pas votre question s'afficher, mais j'ai vu que vous souhaitiez prendre la parole. Vous aviez appuyé sur la petite attendez. Benjamin, tu nous entends? Oui. Ah d'accord. J'entends, Ok, mais donc, j'entends pas de questions. non, pour l'instant, je pense que Mme Penaud n'est plus avec nous, ou en tout cas n'entend pas, parce que je n'arrive pas à voir sa question ou à l'entendre non plus. Je vous invite à la réécrire, enfin à l'écrire si vous le souhaitez, si jamais vous avez un problème de micro, Mme Penaud. Je ne sais pas si vous aviez une question, vous aviez levé la main en tout cas. Est-ce que d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions à poser à Benjamin ou à Armen? N'hésitez pas à les poser maintenant. Nous avons la chance de les avoir avec nous sans coupure. C'est le moment. Je pense que tout le monde est fatigué là, à cette heure-ci. Sûrement. Moi, j'aurais une petite question, peut-être pour vous, s'il n'y en a pas d'autres, en tout cas pour le moment. On a parlé donc. Ah, je ne t'entends plus, Delphine. Tu vois quelque chose? Vous injectez un produit de contraste quand on. Vous avez entendu la question, Benjamin? Armen? Oui, Laurent, on te réentend, mais je n'ai pas entendu la question, je suis désolée. Ah, tu n'as pas entendu le début. Donc, j'ai posé juste une question. Du coup, voilà, ça y est, on te revoit à la caméra. En fait, pourquoi doit-on utiliser un produit de contraste? Pourquoi on nous injecte un produit de contraste quand on doit passer une IRM?
Alors, est-ce que tu veux répondre, Armen ou, alors, dans la plupart des cas, des examens, nous, on ne va pas injecter d'agent de contraste. L'intérêt de l'agent de contraste, c'est vraiment quand on a un doute et qu'on veut mesurer de façon très précise. Alors, l'agent de contraste est utilisé généralement dans le cadre d'une IRM, typiquement quand on veut voir comment il va se distribuer dans un organe. Alors ça, c'est typiquement la réponse à laquelle on veut avoir accès dans le cadre de détection de tumeurs, par exemple, pour voir si, dans le cadre de tumeurs cérébrales, l'agent de contraste va passer la barrière hémato-encéphalique dans le cerveau et ça va nous déterminer quel est le grade de la tumeur, à quel point la tumeur a envahi le cerveau. Dans le cadre de l'imagerie musculaire, on l'utilise, comme je disais, Ça Ah, recoupe. ça recoupe, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend, Ok. on t'entend. Dans le cadre de l'imagerie musculaire, en fait, on l'utilise énormément pour caractériser des cicatrices dans le cœur, donc après un infarctus. On va injecter l'agent de contraste pour voir où est-ce qu'il va se déposer dans le cœur, dans quelle zone du cœur il va se déposer. Et ça nous permet de mesurer une sorte de volume extracellulaire. Donc, parce que l'agent de contraste, il se distribue partout, sauf à l'intérieur des cellules. Donc, quand il s'accumule quelque part, ça veut dire que l'espace extracellulaire est augmenté. Mais dans la plupart de nos examens, en fait, on a ces mesures de T2 dont Armen a parlé, qui nous permettent déjà d'avoir cette information. Donc, de façon générale, on ne va pas nous utiliser d'agent de contraste. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Peut-être une autre aussi sur ce qu'on peut détecter à l'IRM. Est-ce qu'on peut vraiment détecter tout type de molécules à l'IRM? Est-ce qu'on voit tout? Les médicaments, les hormones? On peut voir beaucoup de molécules et comme je le disais au début de la présentation, il faut qu'elles aient cette spécificité particulière, c'est que les atomes qui la composent, la molécule, possèdent un spin visible en IRM. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les atomes. Donc déjà, il y a des atomes qu'on ne pourra pas voir en utilisant cette technique. Et la deuxième contrainte, il faut que la molécule qu'on veut voir, elle soit assez concentrée dans le tissu, c'est-à-dire qu'il y en ait vraiment assez. Et nous, ce qu'on arrive à voir en IRM, c'est l'eau, parce que 60% du corps est composé d'eau. Les lipides, il y a énormément de lipides dans le corps humain. Et certains métabolites qui sont vraiment concentrés, par exemple la phosphocréatine dont parlait Armen tout à l'heure. Mais en fait, si on injecte un médicament, généralement, les doses qu'on injecte sont tellement faibles que ça va se diluer très rapidement dans le corps. Et en fait, on ne va pas avoir, même si les molécules qui composent, les atomes qui composent la molécule ont un spin, en fait, on ne va pas avoir des concentrations assez importantes pour pouvoir les détecter avec notre appareil. Donc la réponse est non en théorie, on ne voit pas tout, il faut un spin. Mais même s'il y a un spin, en pratique, il faut que ce soit assez concentré pour qu'on puisse le voir. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. D'autres questions, mesdames et messieurs? Je vois une main levée. Oui, mais je pense que c'est toujours la main de Madame Penaud parce qu'il faut rappeler. Florence a levé la main, je crois. Ah, Florence. Oui, alors moi, voilà, oui, je la vois. Oui, allez-y, je vous en prie, à vous la parole. Je trouve que tout ça est très passionnant et je me demande, en vous écoutant, si l'IRM est une technique aussi puissante, pourquoi on continue de faire des radios et des scanners? C'est une très bonne question aussi. On n'a pas discuté de ce qu'on ne pouvait pas voir en IRM, en fait. Et l'os, on ne peut pas le voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images qu'on montre tout au long de la présentation. Oui.
ce qu'on voit, c'est la moelle de l'os. On voit quelque chose de très brillant au milieu de l'os. On voit la moelle. Mais par contre, l'os cortical, si vous vous rappelez, ça apparaît tout en noir. Donc l'os, voilà, autour, là, vous voyez, l'os, on ne le voit pas. C'est tout noir. Il n'y a pas de signal RMN. Parce qu'en gros, il n'y a pas de proton dans l'os. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise toujours la radio quand on veut faire des imageries du squelette, où là, ce qu'on va voir, c'est l'os. Donc, la radio, ça sert énormément pour tout ce qui est imagerie du squelette. Et l'IRM, ça sert vraiment beaucoup pour tout ce qui est imagerie des tissus, ce qu'on appelle les tissus mous. C'est les autres organes qui contiennent de l'eau, en fait. Donc, le scanner est très utilisé, ou plutôt la radio est très utilisée si vous vous cassez un os. Et l'IRM sera beaucoup plus efficace, par exemple, si vous avez mal à un tendon, un ligament ou au muscle. Le muscle, on ne le voit pas par radio. Donc, chaque technique a ses spécificités. Mais c'est vrai que l'IRM, les examens IRM sont tellement divers, on peut faire énormément de choses, sauf voir les organes pour lesquels il n'y a pas de signal. C'est aussi le cas des poumons, par exemple. Dans les poumons, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a surtout de l'air. Et dans les poumons, sur les images de poumons par IRM, c'est des organes qui apparaissent tout en noir parce qu'il n'y a pas de signal. D'accord. J'espère avoir répondu à peu près à votre question. Eh bien, super, parce que je n'avais pas compris sur l'image du genou, là, que ce qu'on voyait, c'était la moelle. Ce qu'on voit, c'est vraiment la moelle, là où il y a de la graisse. On voit la graisse, ce qu'on peut manger quand on mange un os à moelle, par exemple. Oh. On a faim, là, on a faim. Pas sur cette personne, je pense. Merci beaucoup. De rien. Merci Benjamin. Alors, je ne sais pas si vous voyez les sites que je vous ai copiés-collés sur le fil de la conversation. J'ai l'impression que ça passe pas bien. Je vous ai mis 2 adresses, celle du site de l'AFM et celle du site de la Fête de la Science, pour pouvoir éventuellement retrouver cette présentation enregistrée par la suite en replay, et également toutes les sessions qui ont eu lieu cette semaine. Il y en aura encore une demain matin. Et vous les retrouverez toutes sur le site de la Fête de la Science. Voilà, donc là, c'est le site afm-téléthon.fr. Donc, bien entendu, je vous invite à le consulter pour avoir plus d'informations sur les maladies. En général, il y a une mine d'informations dans ce site et de la documentation scientifique aussi. Et bien sûr, je dois vous parler de ce prochain rendez-vous quand même, très important, sur lequel on vous attend tous, les 4 et 5 décembre, pour le Téléthon national. Donc voilà, nous vous donnons rendez-vous ce jour-là. Il y aura une émission, comme d'habitude, un plateau et plein d'animations. Et nous vous espérons nombreux ce jour-là pour nous soutenir encore. Et éventuellement sur le terrain aussi au préalable, si vous avez des coordinations qui organisent des choses, il y en a partout dans tous les départements, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Vous avez toutes les informations utiles sur le site afm-téléthon.fr et sur le site Fête de la Science en un seul mot .afm-téléthon.fr. C'est là que vous retrouverez les apéros au labo de la semaine, de même que sur la chaîne YouTube de l'AFM Téléthon également, Fête de la Science. Vous verrez, il y a une rubrique Fête de la Science où vous retrouverez tous ces apéros au labo. Donc, j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Je remercie Armen et Benjamin pour leurs explications très claires et leur patience pour pouvoir se reconnecter. Et la patience de tous nos invités que nous n'avons pas perdus en cours de route. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et un grand merci à Armen et Benjamin pour ce partage d'informations. Voilà, donc au nom de l'AFM Téléthon et des milliers de familles et de malades qu'elle représente, nous vous remercions d'avoir assisté à cette session. Et nous espérons vous revoir nombreux dans une de nos manifestations, et notamment au Téléthon les 4 et 5 décembre. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci.